Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision. Tous les réels plaisirs est pour nous de vous informer. Voici les titres. À l'Assemblée nationale, le bureau d'âge a été mis en place lundi 29 janvier 2024 lors de la session inaugurale. Le député Christophe Mbosso préside le bureau d'âge. Et puis l'Union européenne disposée à accompagner la RDC à la recherche des solutions en ramenant la paix au Nord Kivu, déclaration des diplomates de l'Union européenne à l'issue de leur échange avec le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba-Gombo. Une fois de plus, bonsoir Madame, Messieurs. L'actualité reste dominée par cette rentrée parlementaire qui est la session extraordinaire pour la législature 2024-2028. Les députés nationaux élus se sont retrouvés lundi au Palais du Peuple pour savoir choisir ou élire le bureau d'âge qui, à son tour, aura la charge de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, mais également la mise en place du bureau définitif. On en parle ce soir avec Neville Kabongo pour les indispensables. Neville Kabongo, bonsoir. Bonsoir Christian. Et surtout bienvenue. Merci. Alors, vous avez suivi de près cette rentrée parlementaire, je dirais la session extraordinaire au sein de l'Assemblée nationale pour la législature 2024-2028. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, vous l'avez dit, donc la session a été convoquée depuis, donc ça devait avoir lieu le 29 janvier 2024. Effectivement, elle a eu lieu hier, lundi. Cette session a connu la participation de tous les députés, pas tous les députés, voulais-je dire, en partie 402 députés sur le 478 que compte, proclamé par la CENI pour l'instant, oui. En attendant, parce qu'il y a eu d'autres zones qu'on n'a pas pu organiser des élections. Mais donc, on a vu des grandes personnalités, notamment, vous le voyez sur ces images, hein, le vice-premier ministre de l'Intérieur, élu député, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, élu député. On a vu aussi la présence du Premier ministre, Sama Kondé, élu député aussi, le secrétaire général de l'UDPS, lui aussi à son tour élu député. Constant Moutamba aussi, candidat président, on l'a vu en image. Mais on a vu aussi Augustin Matata Pogno, l'un des contestateurs des élections de 2023. Il est élu député national et il était là dans la salle. Il était aussi là dans la salle, donc on a, malgré qu'il a contesté les résultats, il a appelé au boycott, mais il s'est quand même présenté à cette assemblée. Ça, c'est, je pourrais dire, on a vu, il y avait vraiment de l'engouement. Chaque député a pu ramener au moins des militants. Hein. Donc il y a eu aussi le public qui avait répondu présent pour assister à cette session extraordinaire, session d'ouverture de la législature, voulais-je dire 2024-2028. Alors, au cours de cette session, Christian, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pu installer le bureau d'âge. Ce bureau d'âge est composé de Christophe Mbosso Kodia, doyen d'âge. Il revient d'ailleurs. Ok, il était encore président du bureau d'âge avant d'être élu président de l'Assemblée nationale. Justement. Cette fois-ci, il est encore président, donc, du bureau d'âge. Il est le plus âgé. Le plus âgé parce qu'il va encore conduire les choses provisoirement. Justement, Christian, parce qu'il est né en le 7 août 1942, donc il a 81 ans. Okay. Alors, il est secondé par les deux jeunes de l'Assemblée, à savoir Agé Matembo Matoto Moïse, 26 ans, et Serge Bahati Maïngende, 27 ans. Donc, on va le voir d'ailleurs sur l'une de photos qui nous seront présentées. Voilà, ils sont là, vous voyez. Là, ouais. Donc, ils ont été installés et aussitôt installés, Mbosso Kodia a pris la parole. Il a d'abord commencé par remercier le député, remercier aussi le chef de l'État Félix Tshisekedi. Féliciter d'abord le chef de l'État pour sa brillante réélection à la tête de notre pays. Mais il a aussi profité de l'occasion pour justement émettre les objectifs de ce bureau d'âge, à savoir la validation du pouvoir du membre de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale, voulais-je dire, élaborer le règlement intérieur ainsi que l'installation du bureau définitif. Si vous pouvez le permettre, qu'on puisse ne fût-ce que suivre son mot de bienvenue. On va suivre ensemble le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Honorables députés nationaux, messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en votre nom à tous,
je réitère nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui souhaite plein succès à son second mandat. Toujours dans le chapitre électoral, la CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Là, c'était le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Voilà, Neville, maintenant, comment les choses vont se suivre juste après cette première étape? Ouais, donc avant qu'on arrive au bureau définitif, Christian, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les us et coutumes de l'Assemblée nationale, il sera mis en place 26 commissions provinciales. C'est que ces commissions vont examiner le résultat de chaque, les résultats publiés par la CENI de chaque province, à ce qui concerne les députés, et attendre la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle. Oui, parce qu'il y a encore les contentieux. Il y a encore des contentieux, il y a quelques députés qui pourront peut-être perdre leur siège, donc ils vont devoir attendre jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait proclamé le résultat définitif. C'est à ce moment-là que l'Assemblée nationale va se prononcer sur la validité de ses membres. Alors ensuite s'en suivra l'élaboration. Il y aura une commission qui sera mise en place pour élaborer le projet du règlement intérieur, à soumettre à la plénière pour l'adoption. Là, c'est seulement au cours de cette session qui sera du bureau d'âge. Voilà. Donc, il y aura ensuite le règlement qui sera adopté, sera renvoyé à la Cour constitutionnelle qui va aussi là voir si ces règlements est conforme à la Constitution, oui ou non. Ensuite, la Cour constitutionnelle n'aura que 15 jours pour examiner ces règlements d'ordre. Ensuite, le bureau d'âge votera, donc mettra en exécution ce règlement d'ordre intérieur, voulais-je dire. Alors, s'en suivra en outre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le bureau d'âge, après avoir validé les mandats de ses membres, après avoir mis en place le règlement intérieur, va procéder justement à la convocation de l'électorat, c'est-à-dire ceux qui voudront diriger l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là qu'on procédera aux élections du bureau définitif. Et juste après cette phase, on va maintenant penser, après avoir validé d'abord les mandats définitifs de ces députés élus, proclamés par la CENI, c'est à ce moment-là qu'on pourra réfléchir pour savoir combien sont réellement de la majorité et ceux qui sont de l'opposition, ce qui va permettre au chef de l'État de nommer l'informateur pour savoir dégager cette majorité. Justement, Christian, donc on va attendre, puisque le contentieux c'est en cours au niveau de la Cour constitutionnelle, on va attendre, mais une fois qu'on aura l'ossature de ceux qui vont composer l'Assemblée nationale demain, on sait déjà, on sait que l'Union sacrée a la majorité de députés, c'est plus de 300, plus de 400 députés. L'Union sacrée, il y a encore des débats autour des plateformes créées par Vital Kamerhe, par Samalou Kondé, mais on se dit, est-ce que réellement il y a la peur au sein de l'Union sacrée? Ah oui, en croire le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui appelle d'ailleurs au calme. Il s'est dit, c'est la démocratie, ça permet à ce que chacun puisse avoir des ambitions. Il n'est pas interdit, d'ailleurs, il l'a dit,
il n'est pas interdit à un membre de l'Union sacrée de pouvoir créer des plateformes ou avoir des ambitions pour diriger. Donc, n'en déplaise à ceux qui voient du mal à l'action qu'a mené Vital Kamerhe en créant Pacte pour un Congo retrouvé, hein, sa plateforme avec d'autres membres de l'Union sacrée. Eh bien, le secrétaire général appelle toujours à l'unité parce que l'Union sacrée, il le dit souvent, c'est l'affaire, c'est une pensée, c'est une vision du président de la République qui a réuni tous les dignes fils du Congo pour pouvoir travailler ensemble. Christian, si vous nous permettez, qu'on puisse suivre le secrétaire général. Il est membre du présidium de l'Union sacrée, mais également élu député national. Il est aussi secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Nous allons l'écouter. Lui, c'est Augustin Kabouya. L'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Les derniers mots reviennent au chef de l'État. Ne minimisez pas les autres. Ils ont apporté aussi quelque chose dans la victoire que nous avons aujourd'hui. Il faut tenir compte de l'apport de tout un chacun. Nous ne pouvons pas dire que non, nous allons tout prendre ensemble. Il y a une chose qu'il faut éviter en politique, la frustration. Il faut tenir compte de cet aspect. C'est comme tout à l'heure ce que j'ai vu, l'attitude de certains militants des partis politiques. Je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé tout à l'heure à l'endroit d'un grand responsable politique de notre pays, honorable Vital Kamerhe. Je n'ai pas aimé ça. Et je condamne fermement de tels genres de pratiques. Même quand je suis arrivé ici, heureusement quand vous voyez les vieilles mamans là, ne pouvaient pas crier. Et à la sortie, j'ai remarqué certains drapeaux que j'avais vus au balcon là. Et je demande aux responsables politiques de l'Union sacrée de comprendre que tout le monde est utile dans la société. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des ambitions. Ce n'est pas du tout propre. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout arrangé personnellement. Vous savez, dès les premiers jours quand ils ont mis en place une plateforme Pacte PCR, voilà, PCR, il y a eu des réactions émotionnelles où les gens condamnaient. Ce n'était pas mon avis. Et je l'avais déclaré sur votre antenne qu'il n'est pas interdit à un homme politique de réfléchir sur son avenir. Et personnellement, je n'avais pas trouvé le mal dans sa démarche avec d'autres responsables politiques. Et j'étais en train même d'échanger avec lui autour de ça. Et après, on a rigolé un peu et je suis parti. Il n'y avait pas de discussion, puisqu'il connaît ma position. Je pense que cette réaction d'Augustin Kabouya pourra apaiser les esprits de certains au sein de l'Union sacrée parce que ça crée vraiment le débat. Ça crée vraiment le débat, Christian. On espère que cette fois-ci, ça va un peu mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire attendons voir ce qui sera décidé par le chef de l'État parce que c'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire, c'est lui qui va décider, c'est lui qui va, parce que c'est sa vision, hein, donc attendons, mais c'est la démocratie, donc il faut pouvoir acheminer ensemble parce que, Christian, je l'ai dit tout à l'heure, l'Union sacrée, c'est cette plateforme qui a aidé, hein, on peut dire ainsi, le chef de l'État à pouvoir terminer le mandat. Il l'a soutenu d'ailleurs pendant les élections. Donc l'unité, c'est ce qu'il faut prôner maintenant. Tous ont mouillé les maillots pour le président. Justement. Donc ils ont chacun dans son coin essayé de batailler, quel que soit le niveau je dirais, députés nationaux, députés provinciaux, ils ont tout mis en œuvre pour que le chef de l'État puisse être réélu. Donc, il est de bonne voie que les politiques puissent s'entendre, donc parler le même langage et je dirais, avoir la même vision et marcher ensemble. C'est ce qui est plus important. Surtout pour le chef de l'État, parce que c'est quinquennat. Mais aussi pour le peuple congolais qui attend beaucoup. Oui, le peuple est très exigeant. D'ailleurs, cette législature, le peuple attend aussi beaucoup. On attend aussi assez de réformes. Vous voyez, il y a souvent des lois qui sont votées au sein de l'Assemblée nationale qui, à mon humble avis, il y en a qui sont méconnues du public. Certains ne connaissent même pas certaines lois votées au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, parfois aussi, c'est bénéfique pour la population. Il est tant mieux aujourd'hui que nos dirigeants, que les députés tiennent
compte des intérêts du peuple congolais. Neville Kabongo, nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs ce jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, avec vous à la présentation d'Info Soir à la même heure. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu lundi une délégation de la République d'Angola conduite par son ministre des Affaires étrangères, Ambetete Antonio, porteur d'un message du président João Lourenço à son homologue congolais. Le diplomate angolais a aussi abordé les questions diplomatiques avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après son itinérance dans le Nord Kivu, les diplomates de l'Union européenne ont été reçus en audience par le vice-premier ministre en charge de la défense, ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, à qui ils ont exprimé l'accompagnement de l'Union européenne à la recherche des solutions à même de ramener la paix au Nord Kivu. On lit ici cet extrait choisi par Divin Chiswaka. Je viens de passer une semaine à Goma pour partager avec les vice-premiers ministres mes impressions sur la situation dans le Nord Kivu et d'échanger sur des possibles pistes d'appui de la part de l'Union européenne par rapport à la situation à l'est du pays. Et le vice-premier ministre m'a passé un message très clair aussi sur l'importance de poursuivre les efforts dans les programmes de désarmement et de réintégration des groupes armés. Et donc, je pars des ministères avec ces messages que je vais porter à mes autorités et je suis sûr que l'Union européenne pourrait accompagner ces efforts. L'Union européenne est derrière tous les structures logistiques nécessaires, par exemple, pour mener à bien les processus de Nairobi. Sur le processus de Luanda, je dois vous dire que pour le moment, le gouvernement angolais n'a pas demandé de cette assistance. Et nous essayons aussi de travailler avec d'autres partenaires pour renforcer l'appui que de l'extérieur nous pourrons donner à ces processus, à ces deux processus qui sont des processus vraiment ancrés dans la région. Et des partenaires comme nous, ou des partenaires n'ont qu'accompagner, pas de jouer un rôle actif. Nous comptons beaucoup sur après les élections, après la session d'investiture, avec tous ces chefs d'État qui étaient autour du président Tshisekedi, voir les ministres, les chefs de l'État du Kenya ou les chefs de l'État de l'Angola aussi faire partie de toutes ces cérémonies. On attend beaucoup. Et de la part de l'Union européenne, si ces efforts de dialogue régionaux rendent des fruits, ça sera beaucoup plus facile que nous renforçons aussi notre appui à tous ces efforts en faveur de la paix. Mais on espère bien, et nous savons qu'il y a des discussions qui sont en cours et de nouveau, nous encourageons de nouveau après la bataille électorale, et c'est comme ça que le chef de l'État me l'a transmis, on attend bien un effort supplémentaire en faveur de ces dialogues et qui puissent assurer la stabilité dans ces régions, d'un autre côté très riche et très nécessaire aussi pour vous en tant qu'Afrique centrale, mais pour nous tous en tant que partenaires de cette région. Restons à la vice-primature en charge de la défense et anciens combattants où les relations bilatérales dans le domaine militaire étaient au centre de l'audience que le vice-premier ministre de la Défense nationale ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a accordé à l'ambassadeur du Royaume de la Belgique dans son cabinet de travail Divin Chiswaka. Pour plus de détails. Reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadeur du Royaume de la Belgique en poste à Kinshasa, reste déterminé et disposé dans le renforcement des relations bilatérales dans les domaines militaires entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Affirmation faite au sortir de cette audience. Nous avons évoqué bien sûr le partenariat bilatéral qui existe en matière de défense entre la Belgique
et la République démocratique du Congo. Nous avons encore renforcé ce partenariat. Nous sommes présents avec des formations, avec un appui. Nous allons aussi soutenir l'académie militaire des officiers. Nous avons un partenariat aussi avec des équipes dans le domaine de la santé, donc la formation avec les différentes écoles, etc. Donc c'est vraiment un partenariat multiple, une grande coopération entre les deux pays qui est florissante. On serait inhumain si on n'était pas dérangé par la crise à l'est de la RDC. Il y a tous les jours des gens qui souffrent et forcément c'est une crise qui nous touche beaucoup pour les déplacés, pour les morts, pour les victimes. Donc on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on aide à renforcer évidemment l'armée et les forces armées congolaises pour qu'elles puissent à terme être capables de défendre leur territoire contre les agressions extérieures et contre l'insécurité qui règne. Donc c'est vrai que ça nous touche beaucoup et on échange avec le vice-premier ministre sur la situation à l'Est et ce que la RDC est en train de faire, l'arrivée aussi des forces de la SADC qui sont sur le territoire maintenant et tout le programme de désarmement, le PDDRCS. Donc l'idée c'est de pouvoir enfin désarmer tous ces groupes, les réinsérer dans la société et que tout le monde puisse se développer et vivre une vie paisible en toute sécurité. Signalons que la Belgique a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo et reste à jamais déterminée pour accompagner les grands Congo dans la quête d'une paix durable dans la partie est de la RDC. D'une vice-primature à une autre, cette fois-ci aux affaires étrangères, où le vice-premier ministre Christophe Lutundula prépare lundi 29 janvier au sommet Italie-Afrique qui s'est tenu à Rome. Christophe Lutundula Penepala-Pene a promis de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo tout au long de ce sommet, comme nous en parle Gianni Jérôme Gamazita. Après les discours d'ouverture, 5 sessions sont prévues et axées respectivement sur la coopération économique et infrastructurelle, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et transition, la formation professionnelle, culturelle et la migration, la mobilité ainsi que la sécurité. Conduisant la délégation congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apala Pen Apala, interviendra à la session 3, qui a pour thème la sécurité énergétique et transition, sur les opportunités offertes par la RDC dans les secteurs de l'énergie avec principalement les projets du barrage hydroélectrique d'Inga. Il s'y est signalé que, à marge du sommet Italie-Afrique, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Penapala, aura quelques réunions bilatérales avec d'autres pays participants. Et on parle tout à fait autre chose à présent. Après la publication des résultats provisoires des législatives provinciales, la Commission électorale nationale indépendante se penche désormais sur le processus de cooptation de chefs coutumiers qui devront rejoindre les assemblées provinciales du pays conformément aux dispositions des articles 152 et 157 de la loi électorale et 145 à 153 des mesures d'application de la loi électorale. Une fois de plus, Gianni Jérôme Gamazita. Dans un communiqué publié ce lundi 29 janvier 2024, la CENI a dévoilé la procédure y afférente. La cooptation des chefs coutumiers se déroulera en 3 étapes principales suivantes. La présélection au niveau de chaque territoire, la désignation au niveau de chaque province et la cooptation au niveau de l'Assemblée provinciale. Pendant des jours, soit du 4 au 5 février 2024, les chefs d'antenne de la CENI réunira tous les chefs coutumiers du territoire pour la présélection des candidats à la cooptation. La CENI va s'appuyer sur la liste transmise par les ministères de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Les bureaux de l'Assemblée de présélection, composés du chef d'antenne de la CENI, d'un président, d'un rapporteur, de l'informaticien de l'antenne et d'un ascenseur, sera assisté par un représentant du ministère des Affaires coutumières. Bien avant le début des opérations, le bureau vérifiera les mandats et les cartes d'électeurs et les rapporteurs donnera la lecture de la liste définitive des chefs coutumiers du territoire. La concertation préalable des chefs coutumiers se déroulera les premiers jours et en cas de consensus sur un candidat, un procès verbal sera établi. En cas d'échec, un vote sera organisé les jours suivants. Aucune nouvelle candidature n'est admise pour la tenue de cette élection.
Ensuite, du 8 au 9 février 2024, le secrétaire exécutif provincial de la CENI réunira les chefs coutumiers présélectionnés au chef-lieu de la province pour la désignation des candidats à la cooptation comme députés provinciaux. À ce niveau, le bureau de l'Assemblée de désignation sera composé du secrétaire exécutif provincial, du président, d'un rapporteur et d'un ascenseur. Selon la CENI, les candidats auront le reste de la journée pour se concerter et désigner par consensus les candidats à la cooptation. En cas de succès, un procès verbal sera établi. Sinon, un vote sera organisé les jours suivants. Enfin, la cooptation des chefs coutumiers aura lieu lors de la session extraordinaire d'installation de l'Assemblée provinciale. Les députés provinciaux élus procéderont à la cooptation des chefs coutumiers désignés avec au moins les 2 tiers des députés provinciaux présents. Selon la CENI, en cas de partage des voix pour les derniers sièges, un tirage au sort sera effectué. Les réclamations et les contestations relatives à la désignation des chefs coutumiers pourront être portées devant la cour d'appel faisant office des cours administratifs d'appel du ressort dans les 48 heures suivant la notification des procès-verbaux. Compte tenu de la situation d'insécurité qui sévit dans les territoires de Kwamouth, dans la province de Maïndombe, Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu, les chefs coutumiers des territoires concernés doivent se rendre au chef-lieu de chaque province pour la présélection et la désignation. Cette étape importante du calendrier électoral de la CENI coïncide avec la reprise des activités au niveau des assemblées provinciales en vue de l'installation des nouveaux députés provinciaux. La convocation des sessions extraordinaires au sein des assemblées provinciales interviendra le lundi 5 février 2024. Les chefs coutumiers qui seront cooptés vont compléter les nombres de 688 personnes proclamées provisoirement députés provinciaux par la CENI en vue d'atteindre les 780 députés provinciaux attendus pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Cette édition est terminée, mais pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. À l'Assemblée nationale, le bureau d'âge a été mis en place lundi 29 janvier lors de la session inaugurale et le député Christophe Mbosso préside le bureau d'âge. Et puis l'Union européenne disposée à accompagner la RDC à la recherche des solutions en ramenant la paix au Nord Kivu. La déclaration et des diplomates de l'Union européenne à l'issue de leur rencontre avec le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition d'InfoSoir. Restez branchés sur les antennes de la communication plus télévision pour être informés positivement. Au revoir.